Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau de votre émission Europe-Afrique M. Kurt De Boeuf, spécialiste de la géopolitique des conflits, rédacteur en chef du site d'information européen EU Observer, pour nous parler de la situation en Libye. M. De Boeuf était conseiller et porte-parole de l'ancien Premier ministre belge Guy Verhofstadt. Historien de formation, il est l'auteur de 2 ouvrages en anglais, Inside the Arab Spring et Tribalization, Why War is Coming. Monsieur De Boeuf, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors on est là pour parler de la Libye et de l'accord de Skhirat qui a été signé en son temps dans cette ville marocaine. La Libye aujourd'hui inquiète par sa situation beaucoup de monde. Elle se dégrade sur les plans sécuritaires, humanitaires, politiques, économiques. Je crois que le PIB du pays a chuté de plus de 50% sur ces 12 derniers mois. Donc c'est un peu le chaos pour le moment. Oui, c'est absolument le chaos. Et les chaos augmentent avec les mois qui viennent, aussi avec les acteurs internationaux qui sont impliqués dans le conflit de plus en plus chaque jour. Mais il faut le dire que le chaos, en fait, a commencé il y a 6 ans, et c'était clair qu'il y aura un chaos, et personne n'a fait quelque chose. Et maintenant, on est dans une situation, comme les Italiens disent, c'est un imbroglio. C'est très difficile à sortir de ça, à trouver une nouvelle accord après Skhirat qui peut encore sauver le pays. Mais bon, il faut le faire et prendre avec tous les acteurs qui sont sur le terrain. Mais quelle est la structure maintenant au niveau politique, puisque grâce à cet accord signé au Maroc, il y a pu y avoir ce qu'on appelle un gouvernement d'unité nationale et qui était avec le crédit international et notamment des Nations Unies. Mais aujourd'hui, on a un peu de mal à comprendre le fonctionnement avec finalement un pouvoir à Tripoli et un pouvoir à Tobrouk. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, alors c'est important à savoir qu'après 2011, la chute et la mort de Kadhafi, il n'y avait plus rien en Libye. Les Libyens ne pouvaient pas même avoir une cercle de livres ou quelque chose comme ça. Alors ils ne pouvaient pas s'organiser. Alors c'est numéro 1. 2, aussi, toute l'administration était concentrée sur les demandes de Kadhafi. Après sa mort, il n'y avait plus d'administration, plus d'armée, plus de police, rien. Alors, ils ont néanmoins organisé les élections. C'est le seul pays, après le printemps arabe, où les islamistes, des frères musulmans, n'ont pas gagné les élections. C'était les libéraux. En 2012 et en 2014 2012, deuxièmement en 2014. Alors, la deuxième fois... C'est les libéraux qui ont gagné, c'est ça? Oui, les libéraux, l'Alliance des forces nationales qui ont gagné une majorité. Et les islamistes sont partis du Parlement. Ils ont dit, c'est plus notre Parlement. Alors, le Parlement officiel avait un problème. Les frères musulmans étaient plus forts à Tripoli. C'est pour cela que le Parlement a déménagé vers Tobrouk, l'autre côté, vers la frontière de l'Égypte. Alors, il y avait 2 groupes, clairement, le Parlement et les frères musulmans. Ce n'était pas une grande guerre dans ce moment, enfin, dans le temps, je veux dire. Néanmoins, ça commençait. À un certain moment, il y avait le général Haftar qui est venu, qui venait des États-Unis, qui a dit, bon, moi, je vais réorganiser. Peut-être dire que le général Haftar a été, à un moment donné, un compagnon de route de Kadhafi. Exactement. Et puis après, ils se sont plus entendus. Oui, il a viré Haftar. Haftar est allé aux États-Unis. Bon, il est revenu. Il a cherché tous ces éléments de l'armée qui avaient disparu et réorganisé une armée pour reconquérir la Libye. Dans ce moment, c'était l'ONU a dit, bon, on doit arrêter ce conflit, on doit créer une sorte de gouvernement d'unité et un agenda dans lequel on va écrire une constitution, on va organiser des élections après cela,
et avec le soutien du Parlement qui était à Tobruk. Et tout était, cette 30 pages, l'accord de Skhirat, qui a été fait au Maroc, enfin dans la ville de Skhirat. Alors le Premier ministre, Sarraj, il n'avait pas de soutien, c'est peut-être bon, mais il n'avait pas de soutien des milices ou des militaires. Alors Haftar, le militaire, était beaucoup plus fort que le Premier ministre. Alors, et ça c'est aussi la raison, et même les frères musulmans ont dit, bon, mais c'est lui peut-être que les Nations Unies vont respecter, mais nous sommes plus importants. Et alors le conflit n'a pas terminé par cela. Oui, parce que si je ne m'abuse, Sarraj et son gouvernement officiel ne maîtrisent qu'à peu près 15% du territoire. Oui, ça c'est déjà beaucoup, parce qu'au début, il n'y avait pas de territoire. Disons c'est le gouvernement du Tripoli. Alors, la complication, c'est qu'à Tripoli, on a les frères musulmans et le gouvernement d'unité nationale de Sarraj. Alors, si on parle de Tripoli, c'est toujours ces deux côtés. Alors, à un certain moment, Haftar, qui était basé à Benghazi, à l'est de la Libye, a commencé à conquérir la Libye avec l'armée et il est venu jusqu'à Tripoli. À Tripoli, il a eu des difficultés. C'est pas clair pourquoi. C'est aussi parce que ces milices, ces soldats ont fait des grandes fautes au niveau humain. Et sa coalition a commencé un petit peu, comment on dit ça ? Battre de l'aile. Exactement. Mais parce qu'il était venu tellement proche de Tripoli, alors on a des acteurs internationaux qui sont venus et maintenant la bataille en Libye, la guerre en Libye est complètement internationalisée. Mais est-ce qu'on ne dit pas que finalement chacun campe un peu sur ses positions, mais qu'en même temps tout le monde parle à tout le monde? Est-ce que surtout quand le maréchal Haftar a décrété il y a 2 mois qu'il annulait les accords de Skhirat et qu'à la limite il était le chef unique de ce pays, on dit tiens, certains craint que peut-être un profil de dictateur se pointe dans la région. D'autres se sont dit il faudrait quand même parler avec lui. Finalement, tout le monde parle avec tout le monde se mêle de tout. Les ingérences étrangères, et je pense surtout à l'Europe, sont venues poser finalement plus de problèmes que de solutions. Non ? Absolument, mais un des grands problèmes pour la Libye, c'est que l'Union européenne est divisée. Alors, on voit dès le début qu'en fait, dès le moment dès le mort de Kadhafi, la France est venue là avec une section économique beaucoup plus grande que la section politique. Alors, l'économie, c'était ça. Le pétrole, qui est gigantesque en Libye, ça, c'est le loto gigantesque pour chaque pays qui peut avoir les contrats pétroliers. L'Italie a dit on va soutenir Sarraj, alors le gouvernement d'unité. Pourquoi ? Parce qu'il voulait avoir des accords sur la migration. Pour la France, la migration était moins importante. Non, pour eux, c'était surtout le pétrole. Cette question pétrolière aussi, qui a fait des difficultés, des divisions en Europe. Et c'est pour cela que l'Europe n'a jamais pu faire vraiment quelque chose en Libye. Elle n'a jamais pu forcer une solution. C'était toujours Rome a fait ça, Paris fait ça. Et le résultat, c'est maintenant que le chaos est encore plus grand qu'avant. Et c'est parce que cette division et aussi les États-Unis qui ont quitté la Libye après leur ambassadeur a été tué là-bas, qu'on a créé d'espace pour des pays comme la Russie et la Turquie. En fait, c'est une invasion de ces deux pays qui en fait se battent maintenant l'un contre l'autre, comme ils font aussi en Syrie. Et donc on peut dire que, au fond, l'Europe est divisée par rapport à sa vision sur la Libye, mais pour des intérêts divergents. Donc il y a des intérêts économiques qui ne sont pas très louables par rapport à la gestion d'un problème politique et d'un problème humain finalement et sécuritaire.
et l'Italie, vous dites, pense d'abord aux réfugiés. Un point là-dessus. Est-ce que l'Europe, et l'Italie en particulier, mais peut-être l'Espagne, enfin d'autres pays, redoutent un flux migratoire, comme il y a pu y avoir avec la Syrie, puisqu'on parle, si je ne m'abuse, de 400 000 personnes déplacées, de 50 000 réfugiés et demandeurs d'asile, donc c'est quand même du monde, ça pourrait être davantage. Est-ce que c'est un souci uniquement pour l'Italie ou est-ce que c'est quelque chose qui est craint quand même par d'autres pays indirectement, qui ne sont pas aussi proches physiquement de la Libye? Bon, on doit être honnête, pour l'Europe, une autre crise migratoire comme on a eu plus ou moins, même dans les têtes, en 2015, personne ne le veut. Alors, il n'y a pas un politicien qui veut voir venir de nouveau ce problème au niveau européen, au niveau national et tout ça. On bloque évidemment la porte vers l'Europe, mais ça ne veut pas dire que le problème gigantesque en Libye est résolu. Parce qu'on a des réfugiés, des déplacés, mais aussi, il n'y a plus de frontières en Libye. Alors ça veut dire que le Sahel, le nord du Sahel, c'est une autostrade de trafic d'armes et des humains. 2 millions d'armes passent ou sont déjà passées de la Libye vers d'autres pays dans la région. Au sud, ça c'est clair, mais aussi cette autostrade de criminalité, ça a aussi aidé par exemple des milices comme le Janjaweed de Tchad et Soudan pour faire des cruautés, pour aussi défendre, pour se rendre où ils veulent, en fait, et pour gagner beaucoup d'argent, pour tuer beaucoup de gens, et personne s'intéresse. Monsieur Deboeuf, on va poursuivre notre conversation, mais nous avons une petite interruption. Et, chers téléspectateurs, nous nous retrouvons tout de suite après la pause. Deboeuf, nous allons poursuivre notre conversation sur la Libye. Alors, vous aviez évoqué les armes qui quittaient la Libye vers la région du Sahel. Dans l'autre sens, déjà en 2011, les Nations Unies avaient décrété un embargo sur les armes. Est-ce que la fourniture d'armes à la Libye s'est arrêtée ou pas? Je crains que non. Jamais, jamais arrêté. Alors, les armes venaient de partout. Hein. Ils venaient du sud, dans le trafic des armes, mais aussi des partenaires qui soutenaient d'une côté ou une autre. L'Europe, à un certain moment, dit, bon, on va essayer à bloquer les armes dans la Méditerranée. Et maintenant, ça s'appelle l'opération Irini, avec des bateaux, des frégates dans la Méditerranée. Mais ça bloque seulement les armes qui viennent de la Turquie, en fait. Et la Turquie dit, mais bon, vous bloquez nos armes, mais pas les autres. Et les autres viennent évidemment par terre. Et c'est gigantesque. Bloquer les armes dans la Méditerranée, les armes qui viennent de la Turquie, a créé de nouveau une autre tension entre l'Union européenne et la Turquie. Parce que les Turcs disent, vous êtes contre nous, mais nous soutiennent le Premier ministre de l'unité nationale que vous soutenez aussi, que les Nations Unies soutiennent, mais vous bloquez nos armes. Et tant que les autres qui soutiennent Haftar et l'autre côté, qui n'a pas de soutien international, bon, ces armes, vous ne bloquez pas. Alors, et c'est vrai ça. Alors, c'est une situation vraiment pas désagréable, c'est une situation inéquilibrée, c'est une situation qu'on doit arrêter. Alors, et tout le monde a promis à des conférences qu'on ne va plus faire cela, mais ça continue, comme il n'y a pas d'accord. C'est ça. Alors, si on revient un peu aux accords de Skhirat et à la situation actuelle, il y a quand même un pays dont on n'a pas encore vraiment parlé, mais qui est très important dans tout ça, c'est le Maroc. Parce que, et c'est exemplaire par rapport aux autres pays, c'est qu'il fait manifestement preuve d'une certaine neutralité.
Il a eu le mérite en 2015 d'être à la base de ces accords, en tout cas d'avoir fait venir tous les belligérants, toutes les parties au conflit, toutes les factions pour trouver, sous l'égide de l'ONU, un accord. Aujourd'hui, on remarque que le Maroc est de nouveau très actif pour essayer d'amener la paix dans ce pays, et c'est certainement un des vœux de Sa Majesté Mohamed VI. Pour le moment, ils sont d'ailleurs visités à la fois par Saleh Akila, qui est le président qui est là pour pousser l'initiative du Conseil de présidence et l'organisation d'élections législatives et présidentielles. Donc c'est quelqu'un qui pèse beaucoup. Il y a aussi Khalid El-Meshri qui est là, qui est lui président du Haut Conseil libyen. Donc ils viennent au Maroc dans l'espoir quand même qu'on trouve un accord politique international un peu comparable à l'accord de Skirat, qu'on remette ça en forme pour éviter, disons, une scission dans le pays telle qu'on la ressent un peu aujourd'hui. Que pensez-vous de disons, cette assistance du Maroc à cette situation assez critique en Libye? C'est très très important et très nécessaire. Et l'importance aussi du Maroc, c'est le fait qu'ils sont neutres dans le conflit. Aussi, il faut savoir, ou vous savez sans doute, que le Maroc, c'est le seul pays de l'Afrique du Nord qui n'a pas de frontière avec la Libye. Alors, pour eux, la Tunisie, l'Algérie, l'Égypte, pour eux, ils sont en tout cas impliqués d'une manière ou une autre. Le Maroc, non. Au plan, disons, géopolitique de la région, ils ne sont pas vraiment situés dans un camp ou dans un autre. Le Maroc, il s'accorde bien avec les deux camps, oui, comme le seul pays peut-être du Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. C'est le pays qui pourrait faire office de médiateur. Alors, ils sont neutres dans ce respect. Alors, je crois que peut-être on doit donner un petit peu plus de poids international aux Marocains pour pouvoir faire quelque chose. Il faut aussi dire qu'une autre conférence, ce ne sera peut-être pas au Maroc, parce qu'il y a une conférence internationale à Berlin, soutenue pas seulement par les Nations Unies, mais aussi évidemment par le chancelier Angela Merkel, qui est aussi en Europe neutre entre l'Italie et la France. Alors l'espoir est là. Alors c'est, disons, à Berlin et deuxièmement à Rabat. C'est ça où je crois qu'on doit trouver une solution pour le conflit. Donc Berlin va devoir servir pour faire des arbitrages, notamment entre France et Italie, et le Maroc pour l'ensemble des pays de la région, pays arabes ou aussi ottomans et évidemment intervention russe. Donc ça fait une géopolitique quand même très très compliquée. Hein. C'est absolument très compliqué aussi parce qu'il y a on a des choses, des principes de l'économie, le pétrole, mais deuxièmement, on a aussi l'idéologie qui joue une partie très importante dans le conflit. Alors le fait... La religion, finalement, peut-être aussi. Oui, mais c'est pas seulement la religion, c'est comment organiser le Moyen-Orient. Alors, basé surtout sur la religion ou surtout sur des principes séculaires, contre les révolutions, pour les révolutions. Alors, on a principalement, comme j'ai déjà dit, deux camps maintenant dans le Moyen-Orient. Et c'est comme ça que toutes ces forces se battent un petit peu partout dans la région, aussi en Syrie et tout ça. Et au-dessus de ça, on a encore la Russie, l'Europe, les Américains qui jouent leur parfois petit jeu dans la région. Alors ça complique les choses tellement beaucoup que si on n'arrête pas ça
dans les mois qui viennent, d'une manière ou une autre, ça va encore être plus compliqué et les deux camps, mais on doit vraiment craindre une guerre, pas seulement dans la région, mais une guerre dans laquelle aussi la France, la Russie, la Turquie, peut-être l'Italie sera impliquée. La Grèce, on ne sait jamais, la Grèce. Et ça, c'est le grand danger. Alors, si on n'arrête pas le grand enjeu qui est en train de se créer là-bas, le danger est très, 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 très proche, aussi proche de nous. Mais est-ce que c'est indispensable que les Européens participent à ces choix dans le Mashrek, alors qu'on a compris qu'ils sont là pour des intérêts un peu égoïstes, économiques ou migration? Est-ce qu'il n'y aurait pas lieu de dire, et même que l'ONU dise, on a conscience, et vous venez de le dire, qu'il y a là un pays qui a d'abord une grande relation historique avec la Libye, mais qui a une forme de neutralité, qui a pris du poids sur la scène internationale, avec sa présence désormais depuis maintenant un petit temps à l'Union africaine, sa proximité avec la CEDEAO, etc. Donc un pays qui, sur la scène internationale, pèse désormais clairement et qui est neutre. Et qu'au fond, ce soit dans la région même qu'on trouve les accords tels qu'ils l'ont fait en 2015 pour les accords de Skhirat, et qu'on fasse en sorte que les communautés étrangères, occidentales, orientales, américaines le cas échéant, mais ce sont plutôt désengagées, cessent de se mêler à ce point de choses qui, sur le plan politique et idéologique, ne les regardent pas d'aussi près. Moi, je suis de principe post-colonial et post-orientaliste. Alors, je suis complètement pour que la région s'occupe de ses propres conflits, ses propres problèmes. Mais le grand problème, et que le Maroc peut évidemment jouer un rôle très important dans cela, mais le grand problème est que les enjeux sont tellement élevés maintenant. C'est pour cela qu'il faut vraiment avoir tous ces forces, tous ces pays autour de la table pour parler et dire, et peut-être ça ne sera pas seulement la Libye, mais aussi on doit mettre sur la table l'Irak, la Syrie et d'autres problèmes, parce que sinon, le conflit entre tous ces pays va se déplacer aux autres pays. Mais il y a encore une dernière chose, une autre chose qu'on ne peut pas sous-estimer, c'est le terrorisme. Alors, Daesh a été chassé de la Syrie, maintenant ils sont revenus, de l'Irak. Ils étaient aussi en Libye, une petite poche du côté de Benghazi. Oh, mais ils sont encore là, c'est ça, ils sont encore là, plus ou moins 600 personnes, mais pour le Daesh, l'importance pour eux, pour devenir de nouveau quelque chose, c'est le chaos. Ils ont besoin du chaos. Alors la Libye, c'est le chaos parfait. Alors si on ne va pas résoudre le problème, on peut voir le retour du Daesh en Libye. C'est pour toute la région très dangereux, mais aussi pour nous, les Européens, parce qu'ils peuvent aussi venir de la Libye, de notre côté. Et si on veut vraiment arrêter le terrorisme, il est nécessaire d'arrêter ce conflit en Libye. Mais ce sera le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Deboeuf, pour votre participation. Et quant à moi, chers téléspectateurs, je serai ravi de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.